bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors dans cet épisode, on va parler de santé mentale, de dopamine, de boulimie de Noël, de tour de taille, bref, des sujets d'actualité, mais des sujets basés surtout sur des découvertes à la fois scientifiques ou des articles que j'ai jugé pertinents de vous partager. Ce week-end, pour ceux qui sont restés connectés au site, vous avez pu voir que j'avais publié un cours sur le poids des pensées sur la balance. Alors, qu'est-ce que c'est ce poids des pensées sur la balance ? C'est ce qui fait vraiment la différence en fait entre une personne qui arrive à perdre du poids et une personne qui n'y arrive pas. On en parlera à la fin de cet épisode pour que je vous donne un petit peu plus d'informations, comme ça qu'on en discute un petit peu ensemble. Alors, premier sujet que j'ai trouvé intéressant de voir avec vous, c'est le secret de la graisse corporelle, une découverte supplémentaire qu'ont fait l'université d'Osaka. En fait, ils ont découvert un gène identifié HSP47 qui joue un rôle crucial dans le stockage des graisses. Et donc, ça a été publié dans Nature Communication. Et ça pourrait expliquer en partie les raisons du surpoids, en plus de tout le reste. Alors, je cite HSP47, un chaperon moléculaire spécifique au collagène, se révèle être un déterminant significatif des niveaux de graisse corporelle. Son expression augmente avec l'obésité et une grande consommation alimentaire, tandis qu'elle diminue avec le jeûne, l'exercice, la restriction calorique, la chirurgie bariatrique et le syndrome de dépérissement. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais ça n'a pas l'air très réjouissant. Donc en gros, ils se sont rendus compte que dans tout ce qui faisait prendre du poids, c'était plutôt exprimé, ce HSP47, et dans tout ce qui était l'inverse, donc le jeûne, l'exercice et tout, c'était plutôt limité. L'expression de ce gène était limitée. Enfin, c'est un chaperon moléculaire spécifique au collagène. On va utiliser les bons mots. Donc les chercheurs ont également découvert que l'insuline, une hormone liée au stockage ou à la perte de graisse, augmente les niveaux d'expression du HSP47. Inversement, les glucocorticoïdes, donc glucocorticoïdes, pensez au cortisol, diminuent son expression. Des niveaux élevés ou faibles d'expression d'HSP47 sont associés à des niveaux élevés ou faibles de graisse corporelle chez l'homme et la souris. Cette découverte souligne le rôle significatif de l'HSP47 dans la détermination de la quantité de graisse corporelle, offrant une base génétique claire pour les niveaux de graisse corporelle et l'utilisation de l'énergie. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches pour comprendre et traiter les troubles métaboliques. Bon, vous avez le lien si vous voulez voir l'article au complet. Alors tout est en anglais, mais voilà, vous avez comme d'habitude les notes de tout ce que je raconte dans la description ou les notes de ce podcast, qui sont de plus en plus difficiles à trouver selon les plateformes où vous écoutez le podcast. Alors moi je trouve ça très intéressant, mais encore une fois, vous comprenez bien que quand vous avez encore aujourd'hui des gens qui vous disent faire un régime pour perdre du poids, c'est uniquement les calories qui entrent et les calories qui sortent. Ce qui n'est pas faux, donc on peut pas les contrer avec ça, mais c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez une personne en surplus calorique, déjà le simple fait de dire surplus calorique, c'est-à-dire que la personne en avale plus qu'elle n'en brûle, elle ne peut pas perdre de poids par définition. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que la personne, si elle ne mange moins que ce qu'elle dépense, il faut bien ajouter de ce qu'elle dépense derrière. Elle maigrira. Donc déjà, ça, c'est incontrable. Il n'y a aucun argument qui se tient pour contrer cet argument d'entrée-sortie calorique. Par contre, à calories équivalents
une personne peut sécher plus ou moins bien. C'est-à-dire que si vous avez une diète qui va sécréter beaucoup d'insuline et une diète qui va peu sécréter d'insuline, globalement, celle qui sécrète le moins d'insuline, à calories égales, vous donnera de meilleurs résultats en termes de tour de taille, etc. Donc tout ça, ce sont des nuances que beaucoup n'ont pas envie de mettre parce qu'ils se disent les nuances emmerdent les gens et moi je veux leur vendre un programme basé sur les calories parce que si je le base sur les calories, je peux leur faire manger de la pizza, des glaces quasiment tous les jours. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Enfin, je pense que dans quelques années, on y viendra. Hein. Il y aura plus. Parce que je voyais même quand je fais ma veille scientifique ou veille journalistique, je sais pas comment on dit là pour le podcast. Je vois passer des tonnes et des tonnes d'articles. C'est toujours difficile pour moi de sélectionner ceux qui me semblent être les plus pertinents. Mais bon, là par exemple, je regardais sur l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité des aliments. Enfin, je sais plus. Vous aurez attendez, je vais vous le dire. ANSES. Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il faisait un papier sur les compléments alimentaires en hiver, donc ils en donnent aucun, mais ils parlent de la vitamine D et ils disent comment ne pas manquer de vitamine D dans l'alimentation. Et en fait, bon, ils parlent de poissons gras, etc. Mais bon, ils parlent de céréales de petit déjeuner enrichies, donc des produits ultra transformés. Ils parlent du lait enrichi. Ils parlent aussi, je sais plus de trop quoi, mais de margarine aussi. Bref, c'est toujours intéressant de voir que les compléments alimentaires d'un côté, bon, faut faire attention, blablabla. Mais par contre, des aliments eux-mêmes enrichis avec quoi? Enrichis avec des compléments alimentaires, en fait. Ben ça, non. Et à la fois de les mettre comme recommandation, parce qu'en fait, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que de recommander à des gens de manger des céréales de petit déjeuner pour avoir leur taux de vitamine D ou d'améliorer leur vitamine D. Bon, on sait que pour la vitamine D, c'est surtout l'exposition à la lumière, mais il y a un hiver de la vitamine D, ce qui veut dire que même si vous vous foutez au soleil, vous avez peu de chances d'en synthétiser. C'est à peu près novembre, février ou novembre, mars, quoi. Ce qu'on appelle l'hiver de la vitamine D. Euh, mais je dis en fait par rapport aux céréales sucrées du petit déjeuner, très transformées, ce serait comme, enfin, moi dans ma tête, peut-être que j'ai tort, hein, mais c'est comme si on me disait fume une clope, alors parce que ça t'apporte, je sais pas moi, de la vitamine D, et voilà quoi. En gros, mais il y a aussi des effets néfastes à la clope. Est-ce que, enfin, on pourrait pas faire autrement? Et j'ai un peu l'impression que c'est pareil, parce que pour moi, les céréales du petit déjeuner, très sucrées, je donnerai pas de marque, mais on les connaît tous. Pour moi, c'est comme des bonbons, quoi. Et les bonbons, s'ils étaient enrichis en vitamine D, je pense pas que ça soit bénéfique d'en consommer tous les jours. Voilà. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Et je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus, mais si, je sais pourquoi, parce que c'est un papier que j'ai lu ce matin. Et finalement, je voulais pas vous faire le sujet, et je l'ai fait plus ou moins. Donc deuxième sujet, donc troisième officiellement, enfin officieusement, puisque il y en a un qui s'est hissé entre les deux premiers. Donc garder la forme pendant les fêtes, un vrai défi pour les Américains. Alors les grands journaux comme ça, j'ai trouvé que les Américains avaient un petit peu plus de facilité à faire des papiers euh, qui seraient jugés parfois un peu politiquement incorrects ici. En fait, ils n'ont pas la même morale chez eux que chez nous. Et de pointer du doigt un mauvais comportement, ça me semble être beaucoup mieux toléré là-bas, puisqu'ils ont plus une politique de la réussite. Ce qui veut dire qu'on a moins de difficultés à pointer ce qui va mal quand on a des facilités à pointer les réussites. C'est-à-dire que si vous vivez là-bas et que vous avez une très belle bagnole, alors évidemment selon j'imagine l'État, hein, mais on a ça dans la tête. Si vous avez le rêve américain, c'est quoi? C'est être propriétaire de sa bagnole et de sa maison, un petit pavillon dans un lotissement légèrement retiré en banlieue d'une ville, et pas la banlieue comme on l'entend en France. Donc du coup, ça induit si vous pensez comme ça, si un pays pense comme ça,
vous avez beaucoup plus de facilité à pointer les mauvais comportements, puisque si vous valorisez les bons, c'est facile de montrer qu'est-ce qu'un pas bon, en fait. Nous, on a du mal en France à pointer ce qui n'est pas bon. Et donc, du coup, ça induit des articles un peu mous, un peu sans point de vue, un peu qui veulent séduire tout le monde, quoi. Et c'est ce qui est dommage, parfois dans les grands journaux. Désolé, j'ai eu un appel en même temps que le podcast s'enregistrait. Donc on reprend, on va parler tout de suite du sujet, donc de garder la forme pendant les fêtes, qui serait un défi pour les Américains. Donc les fêtes de fin d'année, donc synonymes de joie, de célébration, sont aussi une période où de nombreux Américains peinent à maintenir de bonnes habitudes de vie. Donc, selon une enquête de l'Ohio State University Wexner Medical Center, cette période festive entraîne souvent une surconsommation alimentaire, une réduction de l'activité physique et un manque de repos. 2 tiers des personnes interrogées avouent s'adonner à des excès alimentaires, près de 45% font une pause dans leur routine d'exercice et plus de la moitié se sentent fatiguées et manquent de temps pour elles-mêmes. En outre, 1 tiers admet consommer plus d'alcool pendant les fêtes. Donc Barbara Bauer, médecin en médecine familiale à la Ohio State Wexner Medical Center, souligne que les voyages, les activités en famille et entre amis, ainsi que la pression pour accomplir de nombreuses tâches, peuvent facilement perturber les habitudes saines. Elle conseille de s'en tenir autant que possible à une routine normale, tout en se montrant indulgent envers soi-même. Donc pour maintenir des habitudes saines pour les fêtes, Barbara nous dit et nous recommande de planifier à l'avance, notamment en matière d'alimentation, d'exercice, de sommeil et de consommation d'alcool. Elle insiste sur l'importance de savoir dire non, que ce soit pour refuser des invitations ou limiter la consommation d'alcool. Et l'enquête menée par SSRS pour le compte de l'Ohio State University Wexner Medical Center a été réalisée du 20 au 23 octobre auprès de 1007 répondants avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,6 points de pourcentage. Bon, qu'est-ce que ça nous révèle globalement cette enquête ou j'aime pas dire étude, c'est plutôt une enquête là pour le coup. Tout simplement que les fêtes de fin d'année, si on n'arrive pas à garder la forme pendant les fêtes de fin d'année, c'est qu'on est déjà très borderline en arrivant sur les fêtes. C'est-à-dire que se mettre en mauvaise santé pendant une période de fête qui dure à peu près, on va dire au maximum si on étire 15 jours, c'est problématique. Parce que logiquement, quand vous partez en vacances, que ce soit en été ou en hiver ou peu importe, à moins que vraiment vous vous mettiez à l'envers avec l'alcool et la bouffe, les effets sur la santé sont quand même minimes quand vous avez un rythme de vie, un mode de vie sain toute l'année. Par contre, si vous êtes borderline toute l'année, c'est-à-dire que vous mangez comme un ado alors que vous n'êtes plus ado depuis 20 ans, c'est problématique. Parce que déjà, vous mangez mal, et si en plus de ça, vous vous mettez en excès, donc en hypoactivité, donc plus de sport, et en suractivité digestive avec des mauvais aliments, et en plus de ça, beaucoup d'alcool, c'est vrai que ça va poser des problèmes. Donc ça va être un cliquet qui va passer, donc c'est-à-dire un trou à la ceinture qui va être un trou supplémentaire à la ceinture, dans le mauvais sens malheureusement, et ça va être difficile de revenir à l'état initial. Alors aux États-Unis, ça commence avec Thanksgiving, donc les fêtes commencent plus tôt que chez nous. Nous, c'est vraiment Noël, Nouvel An, donc c'est assez concentré. J'avais fait pas mal de cours là-dessus. Si vous tapez Noël ou fête de fin d'année sur mon site, vous allez voir des tonnes et des tonnes de contenu sur ces sujets-là, avec des protocoles alimentaires, avec tout un tas de choses que moi j'ai pu faire d'ailleurs, parce que c'est vrai que moi, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est démarrer l'année avec de la rétention d'eau, du lard autour de la taille, etc. C'est pas quelque chose je trouve pas ça énergisant. Donc j'ai des petites stratégies, et moi la règle d'or, c'est vraiment de ne pas, surtout pas, me priver de ce que j'aime pendant les fêtes. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai une sensibilité au lactose, une sensibilité au gluten.
C'est-à-dire que si je me mets à en consommer trop massivement, je vais être dérangé au niveau digestif. C'est héréditaire, c'est comme ça, je l'ai accepté depuis un certain temps. J'étais beaucoup plus strict quand j'étais, au début de mes premiers régimes. Aujourd'hui, je le suis tout autant, sauf que je peux m'en autoriser, sans l'anxiété qui m'accompagnait avant quand j'en consommais. Donc je vais manger ce qui me plaît et ce qui me plaît, bon, bah, voilà, c'est des choses, que qu'on aime tous consommer à Noël, donc des choses un peu plus grasses, un peu plus sucrées et cetera. Ma limite, en fait, moi, c'est pas, une forme de culpabilité. Ma limite, c'est une forme d'indigestion. C'est-à-dire que si je sais ce que je peux manger, avant de me rendre malade. Et malade, pas dans l'immédiat, mais malade, par exemple, le lendemain où je vais avoir des problèmes, de digestion et tout ça. Donc c'est ça ma limite. Mais en aucun cas, je refuserai de manger une papillote, du beurre, du pain s'il y en a, de la sauce s'il y en a. Enfin bon, bref, tous ces ingrédients, ces aliments qui sont présents, pendant les fêtes. Et en fait, c'est et puis l'activité physique, alors je peux comprendre que l'activité physique, beaucoup skip, le sport durant cette période. Je peux l'entendre, le comprendre, je vais être plus sévère. Je peux l'entendre, parce que si vous avez une routine, dictée par un planning, boulot, puis salle de sport, puis repas, puis dodo, puis renouveau, durant les fêtes de fin d'année, il peut y avoir des chamboulements. Par exemple, vous avez envie de profiter, de votre retour du travail pour vous arrêter, acheter des cadeaux, des jouets, pour les gosses, des choses comme ça, ou pour faire le cadeau à votre chérie, ou vos parents ou autres. Donc c'est du temps pris, sur votre, séance de sport en salle, et donc du coup, il est déjà trop tard et vous n'allez pas à la salle de sport. Donc ça peut s'entendre. Par contre, pour moi, ça traduit un manque de capacité un manque de créativité sur l'entraînement. C'est-à-dire que si vous passez 45 minutes à faire les cadeaux de Noël juste après, votre journée de travail, ou 1 heure, vous pouvez encore très bien, en rentrant à la maison, faire une demi-heure de sport sans problème. Ça révèle un manque de confiance dans des exercices tels que des squats à vide, des pompes à vide, oui, des pompes, des crunchs, des choses comme ça. Moi, je vous garantis que j'arrive à me faire des courbatures avec, des pompes et des crunchs. Enfin oui, des crunchs au sol. Pourquoi j'y arrive? Parce que je fais pas des pompes et des crunchs comme, je fais des pompes et des crunchs, enfin comme je ferais une séance de musculation en salle. C'est-à-dire que je vais pas faire 10 séries de 10 répétitions. Je vais faire des pompes, jusqu'à me démonter, à m'exploser, les pectoraux, les triceps et l'avant d'épaule. C'est-à-dire que le but étant que j'arrive même plus à faire 5 ou 10 pompes, en une seule série. Pour les crunchs, c'est pareil, je vais aller chercher la brûlure intense, et ça va pas s'arrêter au bout de 30 répétitions. Il va peut-être falloir monter à 50 ou 100 ou 200 répétitions. Et on peut aller très loin avec très peu. Le savent tous ceux qui font de la course à pied. C'est-à-dire que de la course à pied, on enfile des baskets, on part courir, point. Il y a rien besoin d'avoir d'autre que ça. Enfin, si vous partez pas à poil, un petit short et tout, mais vous avez compris. Et c'est exactement la même chose avec la musculation. Le renforcement musculaire, vous pouvez très bien vous exploser physiquement, avec pas grand-chose. Et donc durant cette période-là, moi je vous recommande de vous mettre au poids de corps. Si vous sentez que vous avez tendance à sauter des séances, les pompes, les tractions, si vous avez une barre de traction chez vous, les dips si vous en avez, sinon vous faites les dips sur les bancs, enfin des choses comme ça, tous les exercices au poids de corps, possibles et imaginables, vont devenir vos meilleurs alliés durant cette période. Déjà d'une, vous perdrez pas votre masse musculaire en faisant ça, parce que si vous vous flinguez comme ça, vous verrez que vous avez des facilités à garder votre masse musculaire sans pousser des poids lourds. Si c'est pendant 15 jours, restez rassurés, hein. Si vous me dites c'est pendant 2 mois, c'est pas la même chose, mais si c'est pendant 15 jours, il y aura pas de problème. Et c'est surtout que vous allez continuer à faire bouger votre corps, votre métabolisme va rester actif, vous allez mieux digérer, vous allez mieux dormir, vous allez évacuer votre stress. Donc voilà. Donc j'utilise un peu cet article-là,
Heu, c'est pareil, la consommation d'alcool, on n'est pas obligé de trop boire, hein, enfin bon. Moi, je sais pas, je bois pas, et ça m'arrive de boire une DSP de temps en temps. D'ailleurs, il y a du sucre dedans, c'est pas bon, pour la santé, je le reconnais, mais ça m'arrive, de boire une DSP. Pourquoi? Parce que vu que j'aime pas trop l'alcool, la DSP, ça ressemble plus à un soft qu'à de l'alcool, donc c'est vrai que là, ce week-end, j'ai invité des gens. Non, ce week-end, j'ai pas pris, mais c'était peut-être le week-end dernier, j'avais pris une DSP. Là, ce week-end, j'ai tourné au Pepsi Max, en soft. Mais enfin, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a pas de restriction à avoir à partir du moment où c'est toujours pareil, c'est si le reste du temps vous faites bien, si vous êtes clean, quand vous arrivez à un repas de fête, le simple fait d'ajouter une bière ou un verre de vin ou 2 verres de vin, vous êtes déjà beaucoup plus élevé en termes de plaisir que les repas de tout le reste de l'année. Et avec 2 verres de vin, une bière ou 2 bières, vous n'aurez pas de gueule de bois, vous n'aurez pas de problème de santé, X ou Y, hein. Qu'on soit d'accord là-dessus, quoi. Bref, maintenant on va parler de la dopamine, sujet qui vous aura peut-être attiré, sur la vignette du podcast. Donc la dopamine, clé de l'apprentissage face aux expériences positives et négatives. Donc on entend énormément parler de la dopamine, il y a des cours qui sont faits là-dessus, partout, enfin des cours, des comment on appelle ça? Des leçons en ligne sur YouTube ou je sais pas comment on pourrait expliquer, mais bref, des vidéos parce que c'est un sujet chaud, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Je sais pas si vous aimez ce monde-là d'ailleurs. Donc une nouvelle étude de la Wake Forest University School of Medicine révèle que la libération de dopamine dans le cerveau joue un rôle crucial dans le codage des erreurs de prédiction liées aux récompenses et aux punitions. Cela signifie donc que la dopamine est impliquée dans l'apprentissage à partir d'expériences positives et négatives, permettant au cerveau de s'ajuster et d'adapter son comportement en fonction des résultats de ces expériences. Alors, c'est vrai que... Alors moi, j'ai remarqué quelque chose, euh, c'est que, enfin, depuis des années déjà, je vous en avais parlé, moi j'avais remarqué quelque chose, c'est que des expériences négatives sont bien plus indélébiles dans la mémoire que des expériences positives. Donc effectivement, les expériences positives, il faut qu'elles soient extrêmement puissantes pour s'en rappeler. Moi, chez moi, c'est vraiment pour me souvenir d'expériences positives, vraiment dans les moindres détails, il faut vraiment que cette expérience positive, elle soit très positive et qu'elle soit vécue viscéralement, hormonalement positive par mon corps. Il ne faut pas que ce soit juste positif par mon mental. À l'inverse, des expériences négatives, elles n'ont pas besoin d'être ultra puissantes pour créer un souvenir dans ma mémoire. Et je vous rassure, si vous pensez comme moi, bah, vous êtes un humain normal. Parce que on a beaucoup... En fait, c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire qu'on doit se rappeler des endroits où on a trouvé des fruits quand on allait se promener dans la nature pour justement se nourrir. Et je pense que vous savez tous, ceux qui ont vécu dans la campagne ou proche de campagne, on sait tous où est-ce qu'il y a un figuier, un pommier, un cerisier, où on peut venir cueillir comme ça à la bonne période des fruits. C'est un mécanisme normal qui nous a aidés à mémoriser pour nous nourrir, donc c'est normal. Mais on sait aussi, et moi qui encore une fois grandi dans la nature et dans la forêt, au cœur de la Sologne, avant de partir. D'ailleurs, j'ai traversé la France, mais je vais pas vous faire ma vie ici. Mais aujourd'hui, je vis dans le sud de la France, mais pendant des années, j'ai vécu dans le centre de la France, en Sologne, dans des forêts immenses. Et il y avait des pièges. Donc ceux qui ont connu les pièges de chasse, les pièges avec les dents, comme vous voyez dans les films d'horreur, où on met ce ressort avec des chaînettes, que je trouve ça immonde aujourd'hui, hein, de piéger un animal là-dedans et de le laisser souffrir. Bon, j'ai du mal en fait avec la souffrance animale, je vous le dis honnêtement. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que je mange des animaux, hein, mais depuis que j'ai des animaux, je suis vraiment ultra sensible et ultra... Alors pas contre les chasseurs. D'ailleurs, j'en ai croisé ce week-end. J'ai rien contre les chasseurs, bien au contraire. Ils ont un courage, parce qu'il faut réguler en fait les bestioles, et ils ont un rôle à jouer là-dedans.
Et je trouve ça courageux, surtout que là, j'en ai vu avec, père et fils. Je pense qu'il y a quelque chose derrière et dans leur regard, en fait, quand je les voyais, les chasseurs, je sentais qu'ils avaient pas de fierté. Ils avaient aucune fierté, ils regardaient un peu leur godasse, quoi. Parce qu'ils sentent bien qu'on a envie de leur chier à la gueule, en fait. Et quand on leur dit bonjour, ils sont contents. Moi, j'ai grandi dans ce monde-là. J'ai grandi dans un monde où le dimanche, quand on était invité chez les voisins, quand je vivais en Sologne, c'était du gibier à manger, quoi. Et, et les repas duraient longtemps. Longtemps. Vraiment longtemps. Et à 17h, on y était encore. Et enfin, moi, j'étais gosse, hein, mais ils en étaient au digestif, etc. Mais c'était vraiment quelque chose de ben voilà, ça avait un sens pour les gens qui vivaient là-bas, de chasser, de manger, de se nourrir, d'offrir aux voisins, d'échanger. C'était comme ça. Bon, est-ce que ça continue? Je sais pas, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc c'est comme ça. Est-ce que je suis une mauvaise personne, une bonne personne? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai vécu. Et en fait, pourquoi je vous parle de chasse et tout ça? Parce que quand je me promenais dans cette forêt, vous inquiétez pas, je reviens à ce qui est important par rapport à la dopamine. Quand je me promenais dans cette forêt et que je tombais sur un piège, alors j'appelle ça un piège à loup, mais c'était pas un piège à loup, hein, mais c'était quand même un piège en métal. Le simple fait de savoir que si j'y foutais la patte, j'allais déguster, j'allais avoir des crochets de la taille, je sais pas, d'un iPhone planté, enfin des pointes de la taille d'un téléphone planté dans le mollet, ça me dit rien. Donc je mémorisais en fait. Mon cerveau mémorisait cet endroit-là passe pas, mon garçon. Sinon, ça va mal se passer pour toi. Surtout que j'avais tendance à me promener seul dans la forêt parce que j'adorais ça. Mais c'est également, je pense qu'aujourd'hui, on se rappelle tous de l'endroit où on était quand on a vu et appris le 11 septembre 2001, pour ceux qui ont le même âge que moi ou plus vieux. Quand on a appris la nouvelle. Ou peut-être la nouvelle des attentats du Bataclan. Des expériences négatives comme ça, ou plus personnellement, votre première rupture amoureuse, ou la seconde, ou en tout cas la plus douloureuse, ou la perte d'un être cher, etc. Donc on a tendance à se souvenir assez bien des endroits, des moments, des ambiances, des événements négatifs qu'on a pu vivre. Et ces expériences négatives ou positives peuvent aider à mémoriser. C'est pour ça qu'il y a déjà des années, hein, c'est pas récent du tout, ça remonte à un certain temps déjà, des chercheurs mettaient en place des jeux pour l'apprentissage. Parce qu'ils avaient remarqué que, par exemple, là où on a une absorption mentale et une concentration totale, c'est lors d'un jeu vidéo. Quand un individu joue à un jeu vidéo qui lui plaît, il est totalement absorbé par ce jeu vidéo, il est quasiment dans un rêve, en fait. Presque en sommeil paradoxal, finalement. Parce qu'il est complètement inactif au niveau du corps et très actif au niveau du cerveau. Bon, il est éveillé, c'est pas pareil que le paradoxal, mais ça y ressemble. Et durant cette période-là, il est hyper focus, il est très concentré, quoi. Alors, il y en a qui trouvent des hacks en écoutant, par exemple, des conférences pendant qu'ils jouent à un jeu vidéo. Je sais pas si c'est un hack malin ou si c'est une manière de rentabiliser le jeu vidéo. Moi, personnellement, j'ai essayé. Enfin, moi, après, les jeux vidéo auxquels je joue, c'est pas des jeux très. Ouais, c'est des jeux de bagnole, hein. J'ai un jeu de voiture sur une console de jeu qui n'est même pas celle à la mode en ce moment. C'est même pas le dernier modèle. Et enfin, je vais vous le dire, c'est Gran Turismo 7. C'est le seul jeu parce que j'aime la voiture, j'aime la course automobile. Quand ma femme met trop de temps à se préparer, quand on va chez des amis, je m'allume la console et je fais une petite partie. Bon, parfois aussi, ça m'est arrivé le week-end, quand le temps est un peu long, il fait pas beau, j'avais prévu d'aller pédaler, ce qui était le cas il y a pas longtemps d'ailleurs, et j'ai pas pu parce que vraiment, c'était pas possible. Là, j'aime bien me mettre une conférence dans les oreilles. En fait, c'est la culpabilité de jouer, quoi. Et je me dis non, il doit y avoir mieux à faire que de jouer, donc je me fous soit un livre audio ou quoi. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que je retiens mieux les choses
Pourquoi? Parce que mon point de vue, c'est que la dopamine sécrétée par le jeu vidéo, elle sert à se souvenir des choses dans le jeu vidéo, donc de l'acte du jeu vidéo, et pas forcément... Ça, c'est les gens qui veulent créer des hacks pour tout. C'est pas forcément... En tout cas, moi, je l'ai pas vérifié, pourtant, je l'ai bien expérimenté. Je retiens beaucoup mieux, par exemple, sur des tâches passives. C'est-à-dire que si... alors, je suis peut-être quelqu'un à l'ancienne, mais je fais encore mon repassage. Et quand je fais du repassage, je peux vous garantir que là, ce que j'ai dans les oreilles, ça a tendance à être tatoué dans les aires de ma mémoire très, très durement, quoi. Ou quand je fais le ménage. En fait, plus j'ai une tâche, je vais pas dire négative, mais pas forcément agréable à faire, je sais pas, du ménage, du repassage, la vaisselle, des choses comme ça, plus ce que j'ai dans les oreilles devient attractif, donc je m'en souviens. Et moi, c'est beaucoup comme ça que je m'en souviens. Donc je suis... et d'ailleurs, beaucoup me font des retours sur mes épisodes de podcast ou sur mes cours quand ils les ont écoutés en voiture. Ils se sont rendus compte qu'en voiture, le temps, quand il est long pour des commerciaux ou ceux qui ont des longs trajets, de transformer un temps long en un temps d'apprentissage, ils se rendent compte qu'ils sont hyper focus sur le cours ou sur le podcast que je suis en train de produire pour eux, quoi. Et moi, je pense plus que ça fonctionne dans ce sens-là. En tout cas, chez moi, et je pense que beaucoup me confirmeront ça, ça marche mieux aussi. Si vous associez deux tâches agréables, vous avez peu de chances d'être performant dans les deux. En général, la plus agréable prendra le pas. Si vous associez une tâche désagréable avec une tâche agréable, vous ferez tout pour être le plus concentré possible sur l'agréable, pour minimiser le désagréable, donc de vous souvenir beaucoup plus de ce qui est agréable que désagréable. Et si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait le ménage, je peux vous dire ce que j'ai écouté. Mais par contre, j'aurais beaucoup plus de mal à vous dire quelle miette il y avait à quel endroit. Enfin, voilà quoi. Bref. Alors, les signes avant-coureurs de la mauvaise santé mentale chez les athlètes. Donc ça, c'est le dernier sujet du podcast. Une récente étude menée par des experts en psychologie du sport et de l'université Staffordshire de l'université métropolitaine de Manchester révèle que le langage autodépréciatif est un indicateur clé de la mauvaise santé mentale chez les athlètes. Donc en gros, si vous êtes coach, si vous êtes professionnel de santé ou si vous êtes athlète vous-même, écoutez-vous parler. Si vous commencez à dire des trucs du style si je perds, c'est que je suis un total échec dans ma vie, si je rencontre des obstacles, cela montre à quel point je suis stupide, etc. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Donc, par exemple, ça veut dire qu'une personne croit qu'elle doit obtenir ce qu'elle veut ou que le fait d'échouer signifie qu'elle est un échec total. C'est pas bon du tout. Ça veut dire que la personne, à plus ou moins long terme, aura des problèmes de santé mentale. En TCC, en thérapie cognitivo-comportementale, les je dois, il faut, il y a qu'à, enfin tous ces trucs-là, là, enfin il y a qu'à, je crois pas, hein. Ça je sais pas d'où je sors ça, mais il faut, je dois, en tout cas, c'est pas bon. Parce que ça induit des obligations, et les obligations ne laissent pas le choix à d'autres solutions que ce qu'on s'est fixé comme objectif. Alors, je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat et tout, c'est quelque chose qui est très... Ça fait 2 fois que je dis entrepreneuriat dans ce podcast, hein, 3 fois avec là. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ce sont des mots qui ont plutôt une bonne cote de popularité parce que ça montre qu'on est un winner, etc. C'est pas une bonne solution parce que quand il s'agit de votre physique, de votre santé, les leviers sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour votre forme physique, vous avez les leviers. Il faut que j'aille au sport ce soir, c'est une bonne chose. Mais si vous n'y allez pas, ça peut induire un sentiment négatif parce que vous étiez fixé un objectif que vous n'avez pas tenu. Et vous pouvez vous dire, mince, je suis vraiment une merde, j'y suis pas allé, etc. Désolé pour le gros mot, mais c'est ce qu'on peut se dire. Alors que si vous vous dites, il serait souhaitable ce soir que j'aille au sport, malgré les contraintes liées à mon travail, au cadeau de Noël à faire, etc.,
ce serait souhaitable et préférable que j'y aille parce que c'est bon pour mes nerfs, c'est bon pour mon physique, c'est bon pour mon tour de taille. Voilà, d'avoir des raisons et pas d'obligations, c'est beaucoup mieux. Et si vous commencez à avoir des paroles très dures avec vous, euh, si vous êtes sportif en tout cas, c'est pas une bonne chose. C'est pas quelque chose de toute façon qui sera. On sera un jour dépassé par les plus jeunes. Et moi, ça a commencé. Hein, les plus jeunes à 25 ans qui font de la musculation à très haut niveau, on va dire, en tout cas de manière très sérieuse, ont une énergie supérieure à quelqu'un qui a 35 ans. Et aujourd'hui, je suis supérieur à quelqu'un qui a 45 ans. Et à 45 ans, enfin bon, vous avez compris la logique. Ça, c'est une acceptation normale à avoir, mais d'être capable de repérer que souvent, on peut avoir tendance à mettre plus d'affirmations, je dois, il faut, etc., quand on commence à être de plus en plus épuisé. Par exemple, vous avez bien vu, une personne après un coup dur ou après s'être laissé aller, avoir pris du poids, va dire il faut absolument que et vous mettez derrière ce que vous voulez, perdre du poids, fasse du sport et tout ça. Et en fait, le simple fait de se mettre un pistolet sur la tempe, avec des obligations comme ça, déjà ça crée un stress, et en plus de ça, ça crée une pré-décompensation négative, ou je sais pas comment on peut dire, dès qu'on va sauter une séance, ça va pas être bon, quoi. Et c'est pour ça que moi j'essaye de dire aux gens, c'est un mode de vie, et un mode de vie, c'est pas quelque chose. Le sport n'est pas un médicament. Le sport n'est pas quelque chose de désagréable à avaler qui est supposé nous guérir. Le sport, c'est simplement soit un loisir, donc une passion, vous aimez le foot, le basket, le bodybuilding, peu importe. Donc on parle même pas d'obligation ou quoi, c'est quelque chose que vous y allez parce que vous aimez ça. Donc on parle même pas de devoir trouver des stratégies mentales pour s'y rendre. Et après, il y a le mode de vie, le sport qui est là pour remplacer une activité physique qu'on pouvait avoir par le passé, avant l'ère numérique, industrielle et tout ça, et qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir remplacer par quelque chose de plus plaisant, du sport, de la marche en forêt ou autre, pour compenser notre sédentarité liée à notre travail. Mais en aucun cas, il faut que il n'y a pas de sport médicament, en fait. À partir du moment où il y a du sport médicament, ça veut dire que c'est un sport traitement, et un traitement, ça a toujours une durée de fin, sauf pour les gens qui ont un traitement au long cours, mais j'aime pas voir les choses comme ça, parce que ça voudrait dire que tant que vous n'avez pas un problème de santé concret, vous ferez pas du sport tout le temps. Et j'aime pas cette manière de penser, parce que moi j'aime bien de prendre le bon dans toutes les disciplines, et je respecte à 1000% la médecine occidentale, qui une très bonne chirurgie d'ailleurs, enfin voilà, les chirurgiens, on est vraiment à la pointe. Mais par contre, je sais aussi reconnaître que la médecine préventive, notamment en Orient, pardon, orientale, on va dire, est bien plus pertinente que la nôtre. Et est-ce qu'on peut au moins accepter cette philosophie que un corps, ça se soigne, mais ça s'entretient également avant de décliner. Et le sport, ça ne doit pas être je dois, il faut. Le sport, ça doit être tout simplement je ferai, ou s'il est souhaitable, enfin il est souhaitable que je fasse quelque chose de mon corps pour me sentir bien, pour être en bonne santé. Mais je ne suis pas obligé d'aller courir. Je peux aussi marcher, faire du vélo, faire des pompes, prendre le ballon et aller faire des paniers avec mon neveu, mon fils, mon père, peu importe, et trouver des moyens en fait de mettre mon corps en mouvement. Donc si vous êtes coach, prenez garde à vos athlètes qui commencent à être difficiles. Surtout s'ils disent ah j'ai perdu, je suis qu'une sous-crotte, etc. Ça, danger.
Danger parce que les affirmations négatives, si elles ont tendance à marcher aussi bien que les expériences négatives au niveau de la dopamine, ça veut dire qu'elles vont se tamponner beaucoup plus intensément dans le cerveau et donc du coup la santé mentale va dépérir très rapidement. Donc faites attention. Donc les auteurs là, de l'étude, ils proposent des thérapies comportementales rationnelles émotives, REBT, comme un outil efficace pour protéger la confiance en soi. Donc ça aide les athlètes à remettre en question ces croyances auto-dépréciatives et à développer des croyances plus utiles et saines. Donc ils ajoutent que les croyances irrationnelles peuvent être contestées et affaiblies. Un entraîneur, un coéquipier ou un psychologue du sport peut écouter les phrases de croyances irrationnelles et aider les athlètes à les contrer. Promouvoir un autodiscours ou une imagerie utile pour vraiment aider à changer l'état d'esprit de quelqu'un, le rendant plus rationnel, flexible et sain. Alors d'ailleurs, je vous invite grandement, je vous fais un peu de teaser, mais ce week-end, vous aurez un cadeau de Noël, une vidéo particulière sur le mental que je vais vous faire. Donc qui sortira pile le 24 d'ailleurs. Je vous invite grandement à passer du côté des VIP pour la voir, parce que, il y aura un bon discours là-dessus, quoi. Bon, le poids des pensées sur la balance, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, officiellement, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui arrive à perdre du poids et une personne qui n'y arrive pas? Alors, vous allez me dire, c'est les calories qui rentrent, les calories qui sortent. Bon, pourquoi pas? C'est ce qu'il va manger comme aliment, le type d'aliment et ce qu'il va pas manger. Ok, pourquoi pas? D'autres qui vont dire non, c'est la volonté. Ok. Mais concrètement, c'est quoi? Prenons du recul. Dézoomons. Dézoomons sur cette situation. C'est quoi? C'est un mode de vie, en fait. C'est comment l'individu se comporte dans son quotidien. C'est-à-dire que quand il passe dans un rayon de bonbons, de gâteaux ou de produits transformés qui vont lui déréguler, qui vont le foutre en surpoids et en mauvaise santé, il est capable de ne pas prendre ces aliments-là et d'en choisir d'autres. Quand il a envie de se faire plaisir sur un aliment sucré et qu'il est chez lui devant la télé, il va se tourner plus facilement vers des fruits que vers, des bonbons qu'il n'a même pas chez lui puisqu'il les achète pas. Donc ça, c'est une première chose, mais il y a également autre chose, c'est-à-dire que non seulement quelqu'un qui pense correctement, qui est capable d'avoir la bonne philosophie de vie, le bon mode de vie, aura moins de surpoids, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que ce que vous faites est bien, ça va avoir des effets concrets sur votre santé. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu, mais vraiment convaincu, que faire du sport, d'aller marcher, de pas être sédentaire en gros, de faire travailler vos muscles, de manger sainement, de prendre les bons compléments alimentaires et pas n'importe quoi, et pas n'importe quand, et pas toute l'année, c'est bon pour la santé, non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, de le savoir et d'en être sûr, l'effet placebo derrière ça augmente les effets réels ça augmente les effets réels. Donc vous avez un surplus, comme un coup de boost, un coup de noce sur les bienfaits de vos bons comportements. Il y a eu énormément d'études faites sur ces sujets. Et ça, c'est qu'une petite, un grain de sable dans le nombre de choses qui existent sur ces sujets-là. Donc, en fait, moi, j'en ai parlé largement ce week-end. Comprendre la psychobiologie, par exemple. C'est quoi la psychobiologie? Je vais vous donner un truc tout simple à comprendre. La psychobiologie, c'est quoi? C'est quand quand vos pensées, votre mental a un acte sur votre biologie. Exemple concret pour messieurs, excitation sexuelle par l'odeur, le son ou la vue. Donc quand vous entendez, on vous susurre des mots dans l'oreille ou peu importe, je dis messieurs mais mesdames aussi, hein. Mais messieurs c'est plus visible parce que mesdames c'est visible aussi mais un peu moins, on s'entend, mais messieurs c'est visible avec l'érection. On voit bien qu'une pensée peut déclencher une érection. Chez la femme aussi, mais c'est moins visible.
En tout cas, ça se voit pas à travers le jogging. Bref, donc on va comprendre ça, mais également quand l'esprit pèse sur la balance, il y a des personnes qui avec une certaine façon de penser, ne pourront jamais sortir du surpoids, du gras, du bide, parce qu'en fait, elles sont dans une stratégie de allez, là, début d'année, je m'y mets, là, je perds pour tel événement, je sèche, etc. Ces gens-là, en fait, s'ils continuent à penser comme ça, s'ils appliquent pas ce que je dis là alors c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chercheurs, les spécialistes, mais c'est moi qui le dis parce que j'en fais une vulgarisation. Ils en sortiront jamais, en fait. Et je pense que là, ils vont commencer à se rendre compte que ça fait déjà 10 ou 15 ans qu'ils reproduisent les mêmes schémas, ils arrivent jamais à être vraiment secs et tout. Et ben là, d'ailleurs, s'ils écoutent ça, ils auront en fait une piste pour avancer. Alors pour vivre vieux, il faut se savoir en santé, comment faire au quotidien, quand l'obésité rencontre l'esprit, implications pratiques, stress chronique et addiction alimentaire, les méthodes de gestion du temps les plus reconnues, parce qu'on va apprendre aussi des méthodes un peu de gestion du temps à la fois professionnel et personnel, les méthodes qu'on verra ensemble, l'impulsivité et l'obésité, et toute la bibliographie de toutes les notes, les références. Voilà, donc il y a la vidéo, le PDF qui se retrouve en note de ce podcast, si ça vous intéresse, donc il y a un lien pour aller voir ça. Et puis, ben voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouve ce dimanche ou dimanche d'après. Alors, c'est pas ce dimanche. Ce dimanche, on va voir quelque chose, mais c'est dimanche 24. C'est un 24 le dimanche. Je dis pas de bêtises, hein. Ça se trouve, je vous dis des bêtises. Non, mais c'est bien ça. Dimanche 24. Alors, ce dimanche-là, on se retrouve pour un autre sujet, mystère, que vous verrez. Mais le 24, il y aura un sujet vraiment très psycho, très mental. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, j'en dis pas plus. Je veux pas spoiler les gens. Mais allez voir basculer à l'espace VIP, quoi. Voilà. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.